le système est bien verrouillé. Article 39. La politique agricole commune a pour but d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d'œuvre. Ce qui signifie agriculture productiviste, avec tout ce qui va avec, et baisse des salaires. En Allemagne, un ouvrier agricole est payé 4 € de l'heure, et il est en concurrence avec un ouvrier agricole français qui est payé 10 € de l'heure, puisque nous avons un SMIC ici. En gros, ça signifie agriculture productiviste, chimiquement assistée, OGM et tout ce qui va bien. Assurer ainsi un niveau de vie équitable de la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture, stabiliser les marchés, garantir la sécurité des approvisionnements, assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs. Tous ces derniers items, combinés, concourent au regroupement et à la concentration des exploitations. Concrètement, c'est le résultat. Il y a 450 suicides d'agriculteurs chaque année en France. 450. Aujourd'hui, la radio nous bassine avec 2 djihadistes et maintenant une, plus une, ça fait 3, qui sont partis en Syrie, via la Turquie, etc., des adolescents. 450 agriculteurs français se suicident chaque année, et ça, les médias n'en parlent jamais. Alors, il y a quand même dans l'article 39, il y a une deuxième partie. Dans l'élaboration de la politique agricole commune et des méthodes spéciales qu'elle peut impliquer, il sera tenu compte a. Du caractère particulier de l'activité agricole découlant de la structure sociale de l'agriculture et des disparités structurelles et naturelles entre les diverses régions agricoles, b. De la nécessité d'opérer graduellement les ajustements opportuns, c. Du fait que dans les États membres, l'agriculture constitue un secteur intimement lié à l'ensemble de l'économie. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire, on va aller vers l'objectif que l'on s'est fixé, mais attention, c'est un sujet sensible, il faut y aller doucement, pas à pas, sans heurter de front les agriculteurs. C'est ça que ça veut dire. Allez-y avec précaution. On va y aller, mais doucement mais sûrement, avec précaution. Quand même, l'agriculture, c'est la terre, hein, c'est les racines. Article 106. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles des traités, notamment aux règles de la concurrence. Ça veut dire la casse des services publics. Simple. Pas besoin de faire une longue interprétation. Et d'ailleurs, ça se vérifie dans les faits. Article 121. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, élabore un projet pour des grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union et en fait un rapport au Conseil européen. Il y a un aller-retour avec le Conseil européen, puis des recommandations du Conseil. Il informe le Parlement européen. Il l'informe. Ensuite, le Conseil surveille les États membres et évalue l'ensemble. Lorsqu'un État mène une politique non conforme, la Commission peut adresser un avertissement. Le Conseil, sur recommandation de la Commission, donc on voit que c'est toujours la Commission qui pilote tout, peut adresser des recommandations et les rendre publiques. Donc, on voit que la Commission décide des politiques économiques des États membres. C'est la Commission européenne qui décide des politiques économiques des États membres. C'est pas François Hollande, c'est pas Jean-Marc Ayrault, c'est pas le ministre de l'économie, c'est la Commission européenne qui décide. Les coups de boutoir répétés sur notre système de retraite par répartition en sont la conséquence directe. Si Berlusconi s'est fait virer, c'est parce qu'il a refusé à un moment donné d'accepter ce que la Commission lui intimait de faire. Article 123. Il est interdit à la BCE et aux banques centrales nationales d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions, organes ou organismes de l'Union
aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publiques des États membres. L'acquisition directe auprès d'eux par la Banque centrale européenne ou les banques centrales nationales des instruments de leur dette est également interdite. Alors ça, en fait, ça reprend la loi 1973 que l'on a appelée Giscard-Pompidou-Rothschild. C'est l'instrument de fabrication de la dette. Aujourd'hui, 50 milliards d'euros annuellement sont consacrés au remboursement des intérêts de la dette. La dette n'est pas intéressante en tant que telle, elle est intéressante parce qu'elle crée des intérêts. Et ces intérêts, 50 milliards d'euros par an, que le peuple français verse pour payer les intérêts de la dette, en fait, ça, c'est un impôt qu'on paye aux institutions financières internationales, privées pour la plupart. C'est ça que ça veut dire. Ils ont réussi à lever l'impôt sur les peuples grâce au subterfuge de la dette. Si on avait la dette, on l'a remboursée largement. Mais non, artificiellement, on nous maintient une dette qui nous fait payer 50 milliards d'euros par an. Voilà, ça c'est l'article donc 123. L'article 42. Après un long développement, il y a un très très long développement qui est un peu du charabia. Le dernier alinéa de l'article 42, c'est le traité sur l'Union européenne, pardon. Article 42 du traité sur l'Union européenne. Les engagements et la coopération dans ce domaine, donc il s'agit de la défense, demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, qui reste, pour les États qui en sont membres, le fondement de leur défense collective et l'instance de sa mise en œuvre. Notre politique de défense et notre politique extérieure est subordonnée aux décisions des États-Unis d'Amérique, si on le veut bien quand même. À l'intérieur du traité de l'Organisation de l'Atlantique Nord, on n'est pas obligé de souscrire à tout. Là, après, ça dépend si on est un bon petit, un bon élève, un bon toutou, ou si on est un peu revêche. Bon, là, ça dépend. Mais on voit qu'aujourd'hui, on est plutôt un bon toutou. Alors maintenant, je vais aborder le mécanisme européen de stabilité. Pas pour vous dire ce qu'il fait, tout ça, bon, vous le savez en gros, hein. Il lève des fonds, c'est une institution financière qui a vocation à aider les pays en difficulté, et donc à travers le Fonds européen de soutien. Non, là je vais vous parler des aspects que vous ne connaissez peut-être pas. Donc dans ces articles, quand même pour le présenter, dans ces articles 5 et 6, on apprend que le MES est dirigé par un conseil des gouverneurs, donc, et leurs suppléants, chaque État membre, donc ça concerne la zone euro, et désigne un gouverneur et un suppléant, et ensuite le gouverneur désigne un administrateur et un suppléant. Chaque administrateur, enfin l'ensemble des administrateurs, constitue le conseil d'administration. Donc vous avez un conseil des gouverneurs et un conseil d'administration. Bien là. Alors, article 9, ça commence à devenir intéressant. Les membres du MES s'engagent de manière irrévocable et inconditionnelle, à verser sur demande, les fonds demandés par le directeur général en vertu du présent paragraphe dans les 7 jours suivant la réception de la dite demande. Ça veut dire que le MES dit « Hop, il faut abonder ma caisse parce que, hop, il lève des fonds, les États ont 7 jours pour verser les fonds. Sinon, il y a des pénalités. » Donc c'est plus qu'un chef, hein. C'est une autorité. Alors, vous avez l'article 32, statut juridique, privilèges et immunité. Je n'invente rien, c'est écrit comme ça dans le texte. Vous pouvez télécharger le MES sur Internet. Article 32, statut juridique, privilèges et immunité. Il me semblait qu'une certaine nuit du 4 août 1789, en France, les privilèges avaient été abolis. Eh bien, aujourd'hui, la France est gouvernée et sous la tutelle d'un texte dont un article est intitulé « Privilèges et immunité ». Quel beau renversement de l'histoire.
sont-ils? Article 32, donc statut juridique, privilèges et immunité. Le MES possède la pleine personnalité juridique. Alors oui, si quand même j'ai oublié une chose, son siège et son bureau principal sont situés à Luxembourg. On se demande pourquoi. Moi j'ai aucune idée. Je n'ai pas suffisamment d'imagination en plus pour comprendre pourquoi il est situé à Luxembourg. Le MES possède la pleine personnalité juridique et la pleine capacité juridique pour acquérir, aliéner des biens meublés et immeubles, conclure des contrats, ester en justice, conclure un accord, etc. Alors, le MES et ses biens, ses financements et ses avoirs, où qu'ils soient situés et quel qu'en soit le détenteur, jouissent de l'immunité de juridiction sous tous ses aspects. Les biens, les financements et les avoirs du MES, où qu'ils soient situés et quel qu'en soit le détenteur, ne peuvent faire l'objet de perquisition, de réquisition, de confiscation, d'expropriation ou de toute autre forme de saisie ou de mainmise de la part du pouvoir exécutif, judiciaire, administratif ou législatif. Ces gens sont au-dessus des lois. Les archives du MES et tous les documents qui lui appartiennent ou qu'il détient sont inviolables. Opacité totale. Ça s'appelle une mafia. Hein. Dans la mesure nécessaire à l'exercice des activités prévues par le présent traité, tous les biens, financements et avoirs du MES sont exempts de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature. Vous n'aviez pas lu le MES? Il faut le lire, c'est intéressant. Le MES est exempté de toute obligation d'obtenir une autorisation ou un agrément en tant qu'établissement de crédit, prestataire de services d'investissement ou entité autorisée, agréée ou réglementée, imposée par la législation de chacun de ses membres. Bon, ça fait beaucoup, hein. L'immunité des personnes, c'est l'article 35. Dans l'intérêt du MES, le président du Conseil des gouverneurs, les gouverneurs suppléants, les administrateurs suppléants, ainsi que le directeur général et les autres membres du MES ne peuvent faire l'objet de poursuites à raison des actes accomplis dans l'exercice officiel de leurs fonctions et bénéficient de l'inviolabilité de leurs papiers et documents officiels. L'article 36 qui suit est intitulé « Exonération fiscale ». Je ne vais pas le lire, ce n'est pas la peine. Je voudrais rester un moment sur le fait, sur l'immunité des personnes. Et faire une petite parenthèse sur ce qu'est l'esprit de la justice. René Girard, dans son livre « La violence et le sacré », décrit un peu les processus qui, au cours de l'humanité, se sont mis en place pour réduire les violences au sein des groupes sociaux. Dans les sociétés primitives, quand il y avait un crime, on le vengeait, on vengeait ce crime. Et par ce faisant, on courait le risque d'un cycle infernal de la vengeance réciproque. Un individu de la famille A tue un individu de la famille B, le fils de la victime de la famille B va tuer le fils de l'assassin de la famille A, le petit-fils, et on n'en sort pas. Et donc il y a ce risque de vengeance, de cycle de la vengeance, qui peut mener à une explosion, voire une destruction complète du groupe social, une montée aux extrêmes de la violence. Pour arrêter ce processus, pour faire cesser ce processus, les sociétés primitives avaient mis en place ce que l'on appelle un processus rituel, celui de la victime émissaire. L'idée était la suivante. À un moment donné, on substitue au coupable une victime émissaire, un innocent. C'est-à-dire qu'on va sacrifier un innocent en place et lieu du coupable, car si on s'en prenait au coupable, on remettrait de
de l'énergie dans le cercle vicieux, dans le cercle de la vengeance réciproque. Donc on s'en prend à quelqu'un d'autre qui symbolise le coupable. Et par ce fait-là, on arrête le processus de la vengeance réciproque. C'est comme ça, dans les sociétés primitives, que se réglait la tentative de baisse des tensions au sein d'un groupe social et pour éviter une explosion de violence dans la société. Ce processus fonctionne plus ou moins bien et à un moment donné, la société arrive à un niveau de maturité qui fait que ça ne fonctionne plus et c'est encore en Grèce que ça se passe, à la fin du 7e siècle avant notre ère, vers moins 620 aux alentours de ces eaux-là, c'est Dracon, un autre grec, donc un peu plus ancien que Solon. C'est quasiment au même moment de la grande mutation de la société grecque. Dracon invente, pose les bases, les fondements de la justice moderne. C'est-à-dire que, à la toute-puissance des familles qui se font vengeance, il substitue et impose l'autorité de l'État. Et par ce fait, il crée une asymétrie d'ordre social. Ce n'est plus la famille A qui va se venger de la famille B, c'est la collectivité tout entière qui va récupérer la vengeance à son compte et dans une asymétrie d'ordre social va pouvoir punir le coupable. La justice de Dracon se voulait implacable, ça a donné l'adjectif draconien, d'ailleurs. Donc l'idée fondamentale de la justice, c'est que grâce à une asymétrie d'ordre social, le groupe tout entier peut s'en prendre au coupable et le punir. Et le crime devient individuel. Il ne devient plus collectif. Quand on se venge de son père, de son arrière-grand-père, tout ça, on est dans un processus tribal, où la responsabilité est collective, la famille est collective du meurtre, la famille est responsable du meurtre qu'a commis le grand-père. En substituant la vengeance à la vengeance de même niveau social, la vengeance dans une asymétrie d'ordre social, du groupe face à l'individu, Dracon rend le coupable responsable individuellement de ses actes et dégage la responsabilité de la famille et des générations qui suivent. Et en même temps, il crée donc cette asymétrie d'ordre social qui est le fondement, la caractéristique essentielle d'un système judiciaire moderne. Et ça date de la fin du 7e siècle avant notre ère. Je fais une parenthèse dans la parenthèse. L'ONU, vis-à-vis des nations, fonctionne sur le même procédé. Seule l'ONU peut décider d'engager un conflit, autoriser un conflit. Ça procède de la même logique. C'est l'ensemble des nations qui décident de s'emparer de la violence ou de la vengeance de nations entre elles. Donc il y a asymétrie d'ordre social entre l'ONU et chaque nation du globe. Quand un homme qui a pignon sur rue, ou des hommes qui ont pignon sur rue, ou peu importe qui ils soient, disent « on peut se passer de l'ONU pour engager une opération militaire contre un tel ou un tel », ces hommes démontrent une chose simple, c'est qu'ils n'ont pas atteint la maturité philosophique de Dracon, qu'ils sont dans une logique pré-draconienne, tribale, primitive. C'est ça que ça veut dire. Hein. Je ne cite personne, ce serait trop facile. Et si vous entendez quelqu'un qui dit « il faut y aller, il faut faire la guerre, on n'a pas besoin de l'ONU », ce type a 27 siècles de retard intellectuellement. Il en est resté au niveau des civilisations primitives. Je referme la parenthèse à l'intérieur de la parenthèse, et je referme la deuxième parenthèse aussi pour dire que les gens qui ont écrit le MES,
qui ont placé tous ces gouverneurs, administrateurs, au-dessus des lois, c'est-à-dire, en fait, pas au-dessus des lois, à côté des lois, se rendent-ils compte de ce qu'ils font? Parce que si vous soustrayez un individu à la justice, c'est-à-dire la justice qui fonctionne dans cette asymétrie d'ordre social, si vous soustrayez un individu à cela, ça veut dire implicitement que vous le remettez dans la logique de la vengeance. Il faut être un culte idiot et fou pour faire une chose pareille. J'espère que les administrateurs et les gouverneurs du MES ont de bons gardes du corps. Parce que ce texte les met en danger. Encore une fois, pour écrire une chose pareille, il faut être inculte, idiot et fou. Maintenant, je vais donc faire un petit résumé sur ce que je viens de dire, sur les institutions européennes. En résumé, ah non, j'ai bien... Alors si, j'ai une petite cerise sur le gâteau quand même. Quelques citations. À propos du... Vous savez qu'un jour, il y a un chef d'État qui a voulu faire un référendum. En Grèce en plus, ça tombe bien. Quelques siècles après Solon et Périclès. Et voici comment Georges Papandréou s'est exprimé devant le Parlement grec. C'était en c'était en octobre 2011. C'est l'expression la plus forte de la démocratie, un grand moment de patriotisme pour les citoyens. Alors donnons le dernier mot au peuple et laissons les citoyens décider. C'est beau comme de l'antique. Réaction. 1er novembre 2011, Le Point, source AFP. La décision de Georges Papandréou de recourir à un référendum annoncé lundi soir semait la panique sur les bourses et alimentait les critiques des pays partenaires. Le référendum, qui est l'outil le plus chimiquement pur de la démocratie, est considéré comme un coup de poignard dans le dos de l'Union européenne. Si les mots ont un sens, cela signifie que l'Union européenne est un système totalitaire. Ou alors, les mots n'ont pas de sens. Comme disait Confucius, quand les mots perdent leur sens, les hommes perdent leur liberté. Donc dans tous les cas, que les mots aient un sens ou pas, les hommes perdent leur liberté. C'est une tautologie. 1er novembre 2011, Le Parisien, référendum grec, Papandréou persiste et signe. Tempête sur la zone euro, persiste et signe. Il est méchant. 1er novembre, France Inter, Emmanuel Jarry à 13h55. Le projet de référendum grec sur le plan européen de sauvetage financier de la Grèce a semé le trouble mardi à Paris, comme dans les autres capitales de la zone euro, mais un familier du dossier, proche du gouvernement français, a confié à Reuters que c'était vraiment une très mauvaise nouvelle parce qu'il accroît l'incertitude. Une incertitude que détestent plus que tout les marchés financiers, comme l'a montré dès ce mardi la chute des valeurs bancaires sur les places boursières européennes. L'incompréhension, voire la consternation, prédomine partout dans la zone euro. L'usage du référendum crée la consternation. Le maire UMP de Nice, Christian Estrosi, proche de Nicolas Sarkozy, a qualifié de totalement irresponsable sur France Info la décision de Georges Papandréou. C'est irresponsable de demander son avis au peuple, vous entendez? Qui a, selon lui, cédé à la panique face aux manifestations populaires en Grèce. Lors de son intervention télévisée de jeudi dernier, Nicolas Sarkozy avait estimé que l'admission de la Grèce dans la zone euro, au début des années 2000, avait été une erreur. Ce fut une erreur parce que la Grèce est rentrée avec des chiffres qui étaient faux et que son économie n'était pas prête, a-t-il expliqué. Alors, qui a trafiqué les chiffres? Goldman Sachs. Qui chez Goldman Sachs? Qui était consultant de Goldman Sachs qui a trafiqué les chiffres? Non, M. Papademos. Celui-là même qui va être désigné chef d'État du gouvernement grec, de la Grèce, après que l'on eut viré Georges Papandréou. Non, avouez quand même, ça ne s'invente pas.
L'Express de novembre. Stupeur et indignation dominaient les réactions en Europe et dans le monde à l'annonce surprise lundi soir de ce référendum sur le plan de sauvetage par le Premier ministre grec Georges Papandréou. Un non des électeurs grecs pourrait être un prélude à une faillite du pays qui menacerait la viabilité de la zone euro. Le président français Nicolas Sarkozy et la chancelière allemande Angela Merkel, qui se rencontrent mercredi à Cannes où doit se tenir un G20 à partir de jeudi, se sont déclarés mardi, écoutez bien, déterminés à faire appliquer le plan de sauvetage de la Grèce malgré l'annonce du référendum. Qu'est-ce qu'on fait? On envoie les Panzers? Ils n'en ont plus beaucoup. Ça veut dire quoi, ça? Déterminés à faire appliquer malgré l'annonce du référendum. Que pense le PS de l'idée du référendum grec? L'aile gauche du parti soutient la démarche du Premier ministre grec, le reste ne s'attarde pas sur la question, et tous préfèrent évoquer la gestion de la crise par Nicolas Sarkozy, avec en tête le référendum de 2005. Eh oui. Hervé Morin était l'invité ce mercredi de l'émission politique de l'Express.fr et de Slate.fr. Le président du nouveau centre a critiqué la décision de Georges Papandréou de consulter ses patriotes sur le plan d'aide européen. François Fillon dit regretter l'annonce prise de façon unilatérale. Il avait besoin des autres pour demander l'autorisation de consulter son peuple. C'est incroyable, prise de façon unilatérale. Non, j'invente rien. Hein. Georges Papandréou a ouvert une boîte de Pandore, estime le ministre de l'Agriculture Bruno Le Maire. Qu'est-ce que c'est qu'une boîte de Pandore? Ça vient de la mythologie grecque encore. Une boîte de Pandore, c'est une boîte, quand on l'ouvre, qui répand tous les maux sur l'humanité. C'est ça, une boîte de Pandore. En ouvrant la boîte de Pandore, je ne sais plus quelle demi-déesse, l'équivalent dans la mythologie grecque de Ève, dans la mythologie chrétienne, en ouvrant la boîte de Pandore, elle a fait se répandre sur la terre tous les maux de l'humanité, la vieillesse, l'égoïsme, enfin tous les maux de l'humanité. Donc voilà. Georges Papandréou a ouvert une boîte de Pandore. Organiser un référendum, c'est faire se répandre sur l'humanité tous les maux. C'est ça que ça veut dire. C'est ça qu'a dit le ministre de l'Agriculture Bruno Le Maire, ou alors il est inculte. Sur Canal+. Elle est dangereuse pour son peuple. Dangereuse pour son peuple, bon. Dangereuse pour la Grèce et dangereuse pour l'ensemble de la zone euro. Pour Bruno Le Maire, les Européens sont fondés à reprocher au gouvernement grec de prendre des décisions qui affectent l'ensemble des autres États européens sans consulter auparavant les autres membres de la zone euro. On est là encore dans la prise de façon unilatérale, même logique. Le commissaire européen à l'énergie Günther Oettinger a fustigé le Premier ministre grec dans un entretien au quotidien Die Welt. Il met l'euro encore plus en danger qu'avant, a estimé le commissaire allemand. Si les Grecs disent non, on ne sait pas quelles en seront les conséquences. Et alors, le 3 novembre, tout le monde sait comment ça s'est fini, il a fini par le retirer. Le 3 novembre, Le Monde, jeudi matin encore, M. Papandréou, convoqué à Cannes par les leaders de la zone euro. Papandréou, tu frappes à la porte, tu fais 3 pas, tu salues et tu restes au garde à vous et t'attends qu'on te dise. C'est à peu près ça. Voilà, donc ça c'était une petite cerise sur le gâteau pour vous donner, confirmer ou vous donner d'autres éléments d'appréciation par rapport à côté de la simple lecture aride des articles des traités européens. En résumé donc, sur la construction européenne et sur les institutions européennes, que peut-on dire? 1. Des origines nazies. 2. Une concentration des pouvoirs par un organisme, la Commission européenne, ci-après dénommée la Commission, composée de personnes non élues. 3. Une banque centrale qui n'a aucun compte à rendre au peuple, et certainement pas à Goldman Sachs. 4. Un traité, le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui impose des politiques ultralibérales en économie et soumises aux États-Unis en matière diplomatique et militaire. 5.
un organisme financier, le MES, autoritaire, bénéficiant de l'immunité et de privilèges. Voilà en résumé un tableau de ce que sont les institutions européennes. Alors maintenant, le système politique français. C'est la troisième et dernière partie de mon exposé. Comment ça fonctionne? D'abord, souvent les gens disent le système, il est anti-système, il est contre le système, et tout de suite, oh, complotiste, complotiste. Non, système n'est pas un gros mot. Un système, ça se décrit, ça s'analyse. La systémique, discipline née après la Seconde Guerre mondiale, du fait que l'on n'avait pas d'outils conceptuels, méthodologiques, intellectuels pour comprendre les systèmes complexes, justement. Les sciences, jusqu'au XIXe siècle, ont été des sciences dures, c'était la physique, les mathématiques, tout ça, ça a permis de, en gros, comprendre à peu près 15% des phénomènes qui se passent dans l'univers. Ça sert à fabriquer des lampes électriques, ça sert à faire voler des avions, ça sert à construire des TGV, mais ça ne sert pas à comprendre la complexité. Et donc après, à travers la biologie et d'autres disciplines comme ça, la sociologie, après la Seconde Guerre mondiale, est née une discipline transdisciplinaire, justement, qui est intitulée systémique. Il y a deux livres, deux pavés emblématiques de cette discipline. Le livre de Bertalanffy intitulé « La théorie générale du système », le livre de Lemoigne intitulé « La théorie du système général ». C'est presque les mêmes titres, mais ce sont deux pavés. Moi, j'ai lu le deuxième. Et donc, système n'est pas un gros. Qu'est-ce qu'un système? Selon les définitions, bon, il y a plusieurs définitions, mais moi j'en retiens une qui me semble la plus simple à comprendre et la plus pertinente. Un système est un ensemble d'éléments en interaction dynamique, organisés en fonction d'un but et immergés dans un environnement. Donc un ensemble d'éléments, tout à l'heure je vous ai décrit le système européen à travers l'analyse nodale, en interaction dynamique, c'est-à-dire des éléments qui interagissent entre eux, dynamiquement, organisés en fonction vers un but, et immergés dans un environnement. Il y a plusieurs caractéristiques à un système. Il y a plusieurs, d'abord, nécessités. Un système est confronté à deux nécessités. La nécessité de conservation, donc se maintenir en vie, se survivre à lui-même, et deux, d'évolution, d'adaptation. Donc, c'est la droite et la gauche, quoi, en gros. Deux nécessités qui paraissent contradictoires, mais en fait qui sont complémentaires. Il y a une notion aussi, une propriété des systèmes, pas de tous les systèmes, mais de certains systèmes, en particulier les systèmes émergents. C'est la propriété d'émergence, justement. C'est-à-dire que ce sont surtout les systèmes biologiques et les systèmes humains. C'est l'idée qu'un système possède une propriété que ne possède aucun des éléments du système et qui est supérieure à tous les éléments du système. Je prends un exemple. Une fourmilière. Dans une fourmilière, chaque fourmi réagit de façon binaire à quelques stimuli simples. En gros, phéromones, il trouve des phéromones, il suit, il ne trouve pas de phéromones, il va ailleurs. Donc, la fourmi peut être qualifiée d'individu bête. Elle réagit de façon binaire à un stimuli simple. Mais l'interaction de toutes les fourmis au sein de la fourmilière crée une intelligence collective qui, elle, vraiment possède une intelligence. Donc, l'intelligence de la fourmilière est une fonction émergente du système. Cette qualité de fonction émergente permet tout de suite de lever une ambiguïté. Quand on parle de système, par exemple du système politique français, on va en parler tout à l'heure, il ne faut pas s'imaginer qu'il y a un groupe d'individus qui se réunissent dans une cave ou une soupente et qui décident de tout. Chaque élément du système suit sa propre logique et joue pour sa propre logique, pour sa propre survie, mais c'est l'ensemble des interactions qui fait que le système est organisé en fonction d'un but.
Tiens, d'ailleurs, à ce propos, j'ai oublié une citation, mais qui va dans ce sens. Les hommes au chapeau pointu qui décident de tout et qui se réunissent dans une cave. C'est le tout début du bouquin de Bernays. Tout début, je vous le lis. La manipulation consciente, intelligente des opinions et des habitudes organisées des masses joue un rôle important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme social imperceptible forment un gouvernement invisible qui dirige véritablement le pays. C'est le tout début du bouquin de Bernays. C'est lui qui écrit ça en 1928. Nous sommes pour une large part gouvernés par des hommes dont nous ignorons tout, qui modèlent nos esprits, forgent nos goûts, nous soufflent nos idées. C'est là une conséquence logique de l'organisation de notre société démocratique. Cette forme de coopération du plus grand nombre est une nécessité pour que nous puissions vivre ensemble au sein d'une société au fonctionnement bien huilé. Et écoutez ça, qui va dans le sens de ce que je viens de dire à propos du système. Le plus souvent, nos chefs invisibles ne connaissent pas l'identité des autres membres du cabinet très fermé auquel ils appartiennent. On a là l'exemple d'une qualité émergente. Donc il ne faut pas s'imaginer, il ne faut pas être conspirationniste en gros. Ça, ce que je vous dis là, c'est pour dégonfler tout de suite l'idée que quand on parle de système, on est conspirationniste. Non, chaque individu au sein du système suit sa propre logique. Et c'est les interactions qui font que l'ensemble a une qualité émergente supérieure, qui va vers un but unique. Évidemment, dans le cas du système politique, il y a des individus qui, eux, savent où on va. Alors, comment est-il composé, ce système politique? D'abord, quel est son but? Bon, c'est pas très difficile à deviner. Si vous avez lu, écouté les citations de Howard Zinn sur la Constitution américaine et les citations d'Edward Bernays, il n'est pas très difficile d'imaginer que le but du système politique, c'est de maintenir l'ordre social tel qu'il existe. C'est-à-dire maintenir les élites au pouvoir, enfin les élites entre guillemets, la classe dominante au pouvoir, à travers un système politique qui a l'apparence d'une démocratie et de façon à maintenir la paix sociale. Quels sont les éléments de ce système? Il y a les partis politiques traditionnels et il y a les médias dominants. Tous font partie du même système. Les médias dominants font partie du système politique français. Ils sont en interaction avec les partis politiques et les personnalités politiques au sein de ces partis, à qui ils donnent la parole. Et tout ça interagit. Mais quand même, ils sont immergés dans un environnement. Hein. Vous vous souvenez que la définition du système, un ensemble d'éléments en interaction dynamique, organisés en fonction d'un but et immergés dans un environnement. Donc, ils sont aussi obligés de prendre en compte l'environnement. Et en particulier, ils ont des pressions de l'environnement, qui peut être le peuple, par exemple, ou alors l'absence de peuple. Si l'audimat d'un média dégringole, le média va devoir réagir parce qu'il est nourri par sa logique propre qui est de survivre. Donc il va falloir qu'il s'adapte, quitte à inviter des gens qu'on ne peut pas inviter, qu'on n'a pas le droit d'inviter. Ou qui défendent des idées qu'on n'a pas le droit de défendre. Donc des partis politiques, des médias, tout ça interagissent et forment l'opinion publique politique. Quels sont les grands partis politiques? Il y en a, je vais les regrouper par 3. Il y a déjà un grand parti politique, qui est le parti unique, qui est européiste, donc ultralibéral en économie, et soumis aux intérêts américains en politique étrangère. Ce parti unique est composé de différents éléments. Le Parti socialiste et l'UMP, qui sont les deux principales facettes de ce parti unique, et leurs satellites, les Verts et les partis centristes. Ça forme le parti unique. C'est une espèce d'atome, de molécule, enfin plutôt d'atome. Ils ont la même politique,
et d'ailleurs, ils sont interchangeables. On a vu sous le gouvernement de Sarko qu'il a pris des ministres de gauche, à part le fait qu'ils aient changé de copain. C'est comme si vous prenez un gosse au CP, vous lui dites bah, tiens, tu vas changer de classe, parce que tiens, oh, ben, je vais voir mes copains. Non, mais c'est pas grave, tu t'en feras d'autres. C'est pareil. Donc, partie unique, première composante, et ensuite des réceptacles. Parce que, évidemment, le peuple n'est pas forcément content de la situation. Donc, il peut être en colère. Alors, il faut canaliser cette colère. Et là, les réceptacles, eux, ils sont bien clivants. Il y a à droite, c'est l'extrême droite, à gauche, c'est l'extrême gauche. Donc, à droite, vous avez le Front National et Debout la République. À gauche, vous avez le Front de gauche et le nouveau parti anticapitaliste. Ces réceptacles, qui ont accès aux médias, évidemment, parce qu'ils font partie du système, donc ils sont en interaction dans le système, ont pour fonction de recueillir les mécontents en les clivant, et de façon à ce qu'ils ne soient jamais suffisamment nombreux pour pouvoir atteindre les sommets. Et deux précautions valent mieux qu'une. Les uns affichent des opinions complètement racistes, donc de toute façon, il y a un mur de verre au-dessus d'eux qu'ils ne dépasseront jamais. Et de l'autre côté, on choisit des individus suffisamment véhéments pour qu'ils soient répulsifs pour un grand nombre de citoyens. Donc vous avez reconnu Front National et Mélenchon. Il n'est pas certain que Mélenchon soit complice. Mélenchon, il mène sa propre carrière. Peut-être s'imagine-t-il qu'il vraiment il va défendre les travailleurs et tout. Et je pense que s'il a été monté dans les médias, c'est probablement parce qu'il est véhément, suffisamment véhément pour être répulsif. Si on avait trouvé un leader du style Jaurès, par exemple, à la fois tribun, mais pas méchant, pas agressif, intelligent, brillant, lui, on l'assassine plutôt. Donc, et anti-guerre, en 14. Donc c'est pour vous dire que c'est complexe tout ça. De même, les médias. Les médias, je ne sais pas si vous avez vu le film Les Nouveaux Chiens de Garde. Ce film est tiré d'un livre qui lui-même est la reprise, enfin, est tiré d'un autre livre, Les Chiens de Garde de Paul Nizan, dans les années 30. Halimi a... alors c'est Éric Hazan qui a écrit Les Nouveaux Chiens de Garde, et Halimi a fait le film. Et à un moment donné, dans ce film, ils interviewent Pujadas, et qui dit « Mais moi, je suis entièrement libre de dire ce que je veux, je ne reçois d'ordre de personne. » Mais il a raison. C'est vrai. Il ne reçoit d'ordre de personne. Il a juste été choisi pour les idées qu'il a, et il a été mis là. En 1942, il n'y avait pas de gaullistes à Radio Paris. Il n'y en a toujours pas aujourd'hui, d'ailleurs. C'est simple. Les gens sont libres, ils croient l'être, mais ils ont été placés là. Il ne faut pas s'imaginer que, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a au fond d'une cave des bonhommes avec des chapeaux pointus et qui complotent. Non. Le système s'auto-régule et tout ça. Un élément important du système, les questions après, s'il vous plaît. Un élément important du système, c'est à travers les médias, parce qu'on sent bien que ce sont les médias qui sont le cœur du système. D'ailleurs, si on dressait l'analyse nodale de ce système, on verrait que les médias sont au centre. Le centre de gravité du système, ce sont les médias, ce ne sont pas les partis politiques. Les médias ont des interconnexions avec tous les partis politiques et entre elles. Les partis politiques n'ont pas forcément des interconnexions avec tous les partis politiques. Et ce sont les médias qui définissent l'ordre moral, qui disent l'ordre moral. L'ordre moral, ça s'appelle aujourd'hui, dans la novlangue, ça s'appelle le politiquement correct. Mais c'est la même chose, c'est l'ordre moral. Les inquisiteurs n'ont pas les mêmes uniformes qu'au Moyen-Âge. Les idées qu'il est interdit
de véhiculer ne sont pas, qu'il faut censurer ne sont pas les mêmes, les méthodes d'exclusion ne sont pas les mêmes, mais le principe est le même. Les sorcières du Moyen-Âge, aujourd'hui, s'appellent complotistes. Mais les médias sont libres. Ils ont été simplement choisis parce qu'ils ont des idées conformes à la doxa dominante. Alors il en faut quand même qu'ils soient plus libres que les autres, quoi, pour donner l'illusion qu'il y a des impertinents dans le système. Ils peuvent être impertinents jusqu'à un certain point. Il y a des exemples. Bon, je ne vais pas les citer parce que tout de suite on va... Mais il y a des exemples de journalistes impertinents qui se sont fait quand même à un moment donné. Non, 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 ça t'as pas le droit. Non, non, t'es allé trop loin. Non, là, cette ligne-là, on ne la passe pas. Il est interdit d'organiser un débat contradictoire entre les gardiens du dogme et Galilée pour savoir si la Terre tourne autour du Soleil ou si elle est au centre de l'univers. Ça, c'est interdit. On n'en parle pas. Vous avez compris? Bon. Et comme ça, voilà. Donc, on peut aller jusqu'à une certaine impertinence, mais pas trop. La Terre est au centre de l'univers, point. Ça, c'est le gardien du dôme qui le dit. Galilée, c'est prison. Ça fonctionne comme ça. Voilà. Vous comprenez un peu comment ça fonctionne. Et tout ça, en parallèle, en complément, en accompagnement, et se déroule avec la promotion d'une novlangue. Il y a un livre de Victor Klemperer qui s'intitule LTI, Linguae Titrium Piri, la langue du Troisième Reich. Victor Klemperer était juif, philosophe juif dans les années 20, mais comme il était marié avec une Arienne, il n'a pas été déporté. Mais il a été interdit de professer et d'exercer. Et du coup, de chez lui, il a observé toute cette dérive sémantique et grammaticale du régime nazi pour dire l'indicible et pour finalement renverser le sens des mots. Eh bien, il s'est passé la même chose avec l'avènement de la société ultralibérale. Un livre de Éric Hazan, cette fois-ci, c'est pas le même que l'autre, et ça s'écrit pas pareil non plus, s'intitule LQE, Linguae Quinti LQR, Linguae Quinti Respublica, la langue de la Ve République est en fait la langue de la société ultralibérale et dans laquelle il procède au même exercice de décryptage du renversement sémantique qui accompagnait la vague ultralibérale que nous connaissons. Je vais donner un exemple juste, mais vous pouvez le reproduire, juste un exemple. Dans les années 1980, les vagues de licenciements ont commencé. Ça a commencé avec la sidérurgie d'ailleurs. Et donc, les journalistes parlaient de plan de licenciement. Et puis assez rapidement, on a dit non, non, mais on fait un plan de licenciement, d'accord, mais on l'accompagne d'un plan social. Donc ça veut dire que, certes, on licencie, on ferme l'usine, mais on va accompagner ça avec une formation professionnelle pour pouvoir permettre aux ouvriers de se recaser, etc., etc. Donc, on parlait de plan de licenciement accompagné d'un plan social. Et puis vers le milieu des années 90, le plan de licenciement est sorti de la langue et on ne parlait plus que de plan social. Ah, moi, je m'en souviens très bien, je peux vous dire que je m'en souviens très bien. Et si bien qu'aujourd'hui, quand on parle de plan social, ça veut dire plan de licenciement, ça veut dire plan antisocial. C'est-à-dire qu'on met un mot positif sur quelque chose qui est négatif. C'est un inversement complet sémantique. C'est l'inversion orwellienne. Le ministère de la paix fait la guerre, le ministère de l'abondance gère la pénurie, le ministère de la vérité réécrit l'histoire, et aujourd'hui le ministère
du développement productif contre les licenciements. Voilà, on est en pleine inversion sémantique orwellienne. Alors je reviens au système politique français et en particulier à un point, on l'a abordé à travers les institutions européennes, on a vu la dépossession du peuple par le haut. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le peuple n'est plus souverain, les décideurs que l'on élit président de la République ça ne décident plus de rien, les députés avalisent les directives européennes sous forme de loi française, ne décident plus de rien, et par le bas, qu'est-ce qui se passe? Vous vous souvenez du début de mon intervention, je parlais des différents modes de scrutin. Scrutin majoritaire, censitaire, qu'est-ce qui se passe par le bas? On va le voir au municipal. Eh bien, il se passe la même chose, une dépossession du peuple, mais sous une autre forme, par la création des communautés de communes. Aujourd'hui, quand on vote pour un conseil municipal, on vote pour des gens qui n'auront pas le pouvoir, mais qui, eux, vont élire la direction de la communauté de communes qui aura le pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, on a institué un suffrage censitaire, sans le dire. Je ne serais pas étonné que le taux d'abstention progresse à la prochaine élection municipale, parce que les gens commencent à s'en rendre compte de ça. Quand ils vont voir leur maire dans les petits villages, ils vont dire, mais l'école, pourquoi ah, ben, c'est pas moi qui décide, c'est le bourg qui est à côté. C'est pas moi qui décide, c'est la communauté de communes. Donc les gens commencent à s'en rendre compte. On va voir le taux d'abstention à la prochaine municipale, et on verra bien. Parce que jusqu'à présent, les municipales sont traditionnellement les élections où il y a une forte participation, puisque on élit des gens de proximité qui... Mais là, on va voir cette fois-ci. Donc il y a sournoisement, on remet du suffrage censitaire là où il y avait du suffrage universel dans l'élection de proximité. Simplement par l'organisation, le regroupement des communes, en n'adaptant pas le mode de scrutin à la nouvelle situation. Et cela a un effet collatéral. Les petits maires avant, un maire, je veux dire les petits maires, les maires de petites communes, un maire qui était maire d'une commune de 150 électeurs ou 200 électeurs, il pouvait très bien donner son parrainage à un individu, à un petit candidat, petit entre guillemets, non connu des masses médias. Il pouvait très bien s'expliquer devant ses concitoyens, en disant ben, je donne mon parrainage à cet homme parce que ça fait respirer la démocratie, on vit dans un pays démocratique. Ouais, finalement, tu as raison, mais je ne partage pas ses idées, mais c'est pareil, mais ça n'a rien à voir, c'est pour faire respirer la démocratie. Et c'est un discours qui pouvait tout à fait passer. Aujourd'hui, du fait de ces regroupements de communes, dès que vous atteignez une masse critique, il n'y a plus de liberté politique, il y a une reprise par les partis politiques du système. Aujourd'hui, un maire qui veut donner sa signature à François Asselineau, si la communauté de communes lui dit hey, oh, la rénovation de ton école, là, t'y tiens vraiment? Ou tu veux qu'on la remette au calendrier grec? Alors, il y a une reprise. On verrouille encore le système par le bas. Donc ça, c'est l'effet collatéral du suffrage censitaire, enfin de la création des communautés de communes, des regroupements de communes, qui, d'une part, crée un suffrage censitaire qui élimine le citoyen, le peuple, et d'autre part, provoque un dommage collatéral qui verrouille encore plus le système. Si bien que aujourd'hui on se retrouve sous la Ve République, que le général de Gaulle avait voulu être la rencontre d'un homme et d'un peuple à travers l'élection du président. On se retrouve à une élection à 4 tours, comme dit François Asselineau, ça je vais piquer directement à François. La présélection, premier tour présélection par les médias dominants. Deuxième tour, la course 500 parrainages, le seuil des 500 parrainages. Troisième tour, le premier tour de scrutin. Et quatrième tour, le second tour de scrutin. Voilà où nous en sommes rendus. Je ne sais pas combien de temps j'ai mis, mais j'arrive à la fin.
Alors, sommes-nous toujours en démocratie? Eh bien, je vous laisse tirer la conclusion par vous-même. Je vous invite à lire les traités, à visionner les conférences de François Asselineau pour ceux qui ne l'ont pas fait, les non-adhérents de l'UPR, et comment nous en sortir de tout ça. Qui peut nous en sortir? Qui peut nous sortir de là? Je ne vois qu'un qui peut nous sortir, le peuple. Il n'y a que le peuple qui peut nous sortir de là. Et c'est pour ça qu'il faut appeler à l'union du peuple pour rétablir la démocratie en France. Je vous remercie.